que j'ai vu entre l'Amérique et Los Angeles, l'autre côté de ce continent, et à Düsseldorf, où je suis depuis 30 ans professeur à l'académie. Je suis presque 65 ans et mes premiers dessins valables artistiques, c'est 49. Mon premier dessin à l'école, c'était une pomme, une citron coupée avec des crayons en couleur. C'était les premiers crayons, le premier papier qu'on a eu après la guerre. Parce qu'au début, on ne faisait que on écrivait seulement sur des plats comment ça s'appelle, comme sur le toit ici, ardoise, qui cassait toujours parce qu'on luttait. Et après 1948, quand l'Allemagne et les Alliés ont refait l'Allemagne, on a eu le premier papier. Et en 1949, j'ai fait ces dessins. Et c'est déjà quelque chose d'intéressant pour moi maintenant. J'ai coupé un citron pour voir l'intérieur des choses. Et ça, c'est depuis toute ma vie artistique, c'est toujours la même chose. Moi, je suis intéressé pas aux choses superficielles. Je veux savoir comment c'est le contenant des choses, intellectuellement ou aussi physiquement. Quand j'étais enfant, pendant la guerre, je trouvais dans d'énormes trous des bombes qui étaient remplies de l'eau, je trouvais des poissons. Alors j'ai ramené un poisson, j'ai pris mon mouchoir, j'ai mouillé le mouchoir, j'ai pris le poisson dans ma poche et sur le bicyclette, je suis allé chez moi, dans une baignoire dans la cave, j'ai mis de l'eau froide et j'ai mis un poisson. Et ça a commencé la réflexion sur l'eau avec 12 ans. Mon premier studio, c'était pas grand. J'ai loué 57 dans la Roure, près de rivière Roure. Et c'était une vieille menuiserie que j'ai louée du Moyen-Âge. Il y avait un vieux comment on dit, menuisier. Il avait 91 ans. Il n'utilisait pas. La seule chose, il dit, j'ai loué ça pour 12 marks par mois. Et la seule chose que vous avez dans le contrat, mon dernier travail que j'ai fait, j'ai 2 cercueils, un pour ma femme et un pour moi. Et si vous louez ma menuiserie, il faut que vous vivez avec ça, parce que je n'ai pas de stockage. Alors j'étais très connu dans la Roue. Klaus Rink a un studio, il vit avec 2 cercueils. Et pourquoi je parle de ça? Parce que l'odeur de cette menuiserie, c'est l'odeur de cet énorme studio ici. C'est le bois qui sent comme le vieux menuiserie. C'est 57. J'ai vécu 57 jusqu'à 59 ou 60. 60, je suis parti pour la France. Moi, j'ai vécu à Reims longtemps. J'étais rémois, j'étais presque français. J'avais une motocyclette BSA qu'un jeune étudiant échangeait contre un dessin. J'ai fait mon permis de conduire à Reims avec un colonel en retraite qui a fait 2 guerres contre les Allemands. Il était tellement formidable. Un Allemand à Reims fait son permis de conduire. Il n'a que parlé de la guerre, pas les lois de circulation. Route première.
je me rappelle. J'ai appris le français parce que j'ai pris par cœur les lois de circulation française. Ça m'a aidé beaucoup pour parler français. Mon studio, c'était rue Courmault, à Reims, place Forum, là où les Romains, ils avaient leur cheval en dessous de la terre. C'est 50 mètres du Place Royale. Place Royale, c'est Louis XIV. Et encore 50 mètres, c'est la cathédrale. J'ai vu Charles de Gaulle et Konrad Adenauer, parce que j'étais ami avec la famille Tétanger, à cause de mes familles rémoises qui me sont bergées à Reims. J'étais là, sur la place, devant la cathédrale. J'étais curieux. J'ai vu Charles de Gaulle et Adenauer rentrer dans la cathédrale. Maintenant, il y a une plaque. C'est le premier pas vers l'Europe. Et qu'est-ce qu'on est là? C'est formidable, non? Avec cette moto, en été, je fais des promenades en Champagne, vers Laon, et je suis souvent allé, et ça, j'étais vraiment, pour moi, c'était une révélation. Un jour, par hasard, je conduis en Champagne, dans les bleds, et je suis tombé sur le chemin des dames. Il faisait très beau. Quelques nuages blanches. Il y avait des ruisseaux d'eau, des arbres qui poussent à côté des petits ruisseaux. Il y avait des vaches sur les champs. Et je me dis, ça, c'est le chemin d'âme. 14-18, c'était le désastre humain. Je ne sais pas combien milliers de morts entre Allemands et Français. Et ça, je trouve ça incroyable. Si on recherche un peu l'histoire, ils sont tous oubliés. Charlemagne, les Carolingiens, c'était des Francs. On était presque un peuple. Pourquoi cette haine entre les deux cultures? Ça, je comprends rien. Ça m'a donné un grand choc parce que la France, pour nous, comme Allemands, jeunes Allemands qui étaient nés pendant la guerre, c'était une complètement différente culture que la nôtre. En ce moment, je ne le sens plus parce que je suis tellement habitué à être en France que c'est presque mon pays. Je suis devenu européen. C'est ma nationalité maintenant. Et en 61, moi, on m'a donné un studio à l'île Saint-Louis, 13 rue Saint-Louis à Lille, et je fais chaque semaine une sorte de circuit de toutes les galeries. Et en 61, je suis passé à pied Madeleine, pris boulevard Haussmann, et j'ai passé, parce que le premier c'était Galerie Maigre, et je suis rentré, et c'était presque fermé. Je voyais des câbles qui rentraient dans les portes comme ça, et par curiosité, je rentre. Il y a beaucoup de lumière. Et je rentre. Il avait la télévision. Oh, c'était pas encore la télévision, 61. C'était documentaire, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce que c'était. Et on ne m'a pas dit aller à l'extérieur. On m'a laissé. Je connaissais Calder parce que j'étais ami avec Jean-Marie Drault qui a fait un film sur lui. Et il était là, avec une chemise rouge, cheveux blancs comme ça. Il est venu me demander, parce que j'étais jeune, si je pouvais faire marcher les mobiles pour la télévision ou pour les 7 films, je ne sais pas. Et j'ai fait ça.
avec mon ami, on était un couple autrefois. Et je n'ai jamais pensé, 40 ans plus tard, je suis dans sa maison. Ça, c'est une chose formidable. Je trouve la vie fait les choses. On est surpris comment la vie passe si on est ouvert, si on laisse les choses arriver. Il faut prendre les choses en main. Dans les années 60, quand je suis retourné en Allemagne, 64, 65, j'ai décoré, un jour, j'ai fait la connaissance des Juifs allemands, revenus en Allemagne, parce que j'étais à la gare de Düsseldorf et j'ai acheté le Figaro, Le Monde, pour savoir qu'est-ce qui se passe en France. Il y avait des gars qui m'ont dit, mais pourquoi tu achètes toujours les journaux français? Je dis, j'ai vécu en France et je suis artiste. Il faut que je sache qu'est-ce qui se passe en France. Alors, il me demande, est-ce que vous vivez avec votre art? Je dis, pas facile. Mais est-ce que vous faites aussi autre chose? Mais autre chose quoi? Ouais, venez un jour. Ils me sont donné un numéro de téléphone. D'abord, ils avaient fait un bar en ville. Ils me sont demandé, est-ce que vous êtes capable de faire un plafond? On voulait un plafond avec étoiles. Et moi, je dis, pas de problème. Et il m'a dit, combien ça coûte? Je dis, je ne sais pas, 3000 marks. C'était beaucoup autrefois. Et je me mis 2 semaines, j'ai acheté beaucoup de poudre, Paris à blanc, bleu parisien. C'est le bleu le plus foncé, je ne sais pas comment ça s'appelle ça ici en France, mais en allemand ça s'appelle bleu parisien. Et j'ai pris l'argent, avec un pinceau très fin, j'ai fait mais milliers d'étoiles. Ça m'a pris 2 semaines. Après, j'avais fait une peinture avec milliers d'étoiles. Plafond. Alors, j'étais payé. 1 an plus tard, il me téléphone. Klaus, est-ce que tu peux venir? On a quelque chose de formidable à te montrer. Je suis allé dans le bar et vers 4 heures le matin, il me prend en voiture au milieu de la ville, près de la gare. Ils ouvrent une porte et ils ont acheté une énorme variété avant-guerre qui était complètement abandonnée. Une énorme variété à côté d'un énorme cinéma. Complètement poussière complètement. Et il me donnait la clé, mais j'ai dit, il me dit, on a acheté le pas de porte de cet énorme truc, on n'a plus de l'argent. Avec le moindre argent, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire cette chose formidable? Je dis, c'est la seule, parce que c'était tellement noir, la seule chose qu'il faut faire, il faut, je ne sais pas, 10 peintres. On va acheter, je ne sais pas, des énormes tonneaux de lac rouge et on va tout laquer rouge. On a fait ça, un monochrome. Et c'était incroyable. Liverpool Club. Et on ne savait même pas pourquoi il faut le faire. Ils ne savaient pas. Quand on était en train de renouveler ou décorer cette chose, j'ai dit, il faut faire les Beatles, les Rolling Stones, Jimi Hendrix, tout ça, ça devenait fameux. Les Beatles étaient à Hambourg. Et eux voulaient toujours la même chose, faire la même chose, comme le Star Club à Hambourg. Et un jour, la nuit, je suis sorti avec eux, parce qu'il y avait un restaurant Zabra, c'était des Juifs qui étaient nés à Israël, on dit Zabra. Ils me sont invités pour dîner,
Et on marche dans les rues de Düsseldorf et je vois un camion anglais avec des types avec des longs cheveux. Et je dis, hé, regarde ça, ça c'est notre commencement. Nous sommes allés, on a parlé avec les musiciens, c'était des musiciens en transit de l'Angleterre pour l'Italie. Mais dans un mois, qu'est-ce que vous faites? On va revenir, on revient de l'Italie. Combien vous coûtez? Et on a fait un prix, contrat, direct, presque dans la rue, et on a ouvert le Liverpool Club avec des vrais bands. Au début, je voulais pas que faire des décorations. Mais après, je suis rentré comme manager. Et là, 66, 67, j'ai fait pousser mes cheveux. Pour cela, j'ai invité les musiciens, parce qu'on avait un agent à Londres. De temps en temps, on est allé en avion à Londres, ils ont loué une salle de gymnastique. Et toutes les bands anglais ou écossais, ou je sais pas, ils sont joués. On a engagé, je ne sais pas, pour chaque 2 semaines une nouvelle band. Ça, c'était ma vie importante. Il n'y avait pas d'artiste. Pas d'artiste. Il n'y a que la musique. Ça, c'est mon commencement. Et j'ai gagné tellement de l'argent au Liverpool Club que j'étais capable d'acheter des matériaux pour la sculpture. Ça, c'était très important pour moi de commencer la sculpture en fibre de verre. Heureusement, j'ai abandonné parce que tout le monde est mort. Eva Hesse, qui vivait, dans ce moment, elle vivait dans la rue. J'étais ami avec elle. Et Niki de Saint-Phal est mort à cause de ça aussi. Yves Klein était mort à cause de ça aussi. Je trouve ça formidable que la famille Calder a décidé de ne pas faire un musée Calder ici, de donner ça à la créativité. Ça, c'est une chose très ouverte, je trouve ça formidable. Et j'espère que les artistes qui sont là prennent ça très sérieux, et pas seulement pour gagner un peu d'argent à côté, ne pas être là. Ça, c'est une occasion incroyable. C'est pas souvent dans la vie qu'on puisse passer un temps libre, penser sans souci de la vie quotidienne. Moi, je prends ça sérieux. 6 mois, c'est formidable, mais le temps est une vitesse incroyable. Quand on prend une chose sérieuse, on vient avec... On ne peut pas venir comme ça sans rien. Alors, je fais un transport avec toutes les choses que j'ai besoin pour créer. Pour s'installer ici, il faut presque 2-3 semaines pour se trouver à l'aise. Et en même temps, dans mon cas, c'est pas facile parce que moi, j'ai besoin de beaucoup d'argent pour faire vivre mon système. Alors là, je suis là. J'ai créé, mais en même temps, je sens tout marche. Moi, je ne suis pas un artiste que j'ai presque pas de marchand. Ça ne marche pas avec moi. Et je ne suis pas le seul, il y a beaucoup d'autres artistes aussi, qui ne sont pas des bons enfants du marché, qui font qu'est-ce que le marché demande. Ça, je suis. Justement, ça, je ne veux pas dans la vie. Et on va devenir vieux avec ça. Je suis mon meilleur marchand moi-même, ça j'ai prouvé déjà. Toutes les œuvres dans les grands musées, les grandes œuvres, moi j'ai vendu moi-même. Je suis monsieur 100%. Je n'ai pas besoin de partager mes profits. Ça c'est formidable. Déjà, on est sur terre par naissance, on n'a pas besoin de s'excuser pour son existence. Alors on est là, les créatives forces de la vie. On peut dire ça.
Mais on peut faire des millions avec nous, mais ils ont peur de nous parce qu'on est des vrais artistes avec contenant, avec une philosophie. On est presque des prêtres. À toute façon, alors j'ai fait des dessins, je vais faire des grandes peintures sculpturales. Je ne suis pas un peintre pictural, je suis un peintre sculptural. Ça, c'est différent. Beuys avait toujours dit, on a fait comparaison de notre art, il a dit, Klaus, si tu touches quelque chose, c'est déjà quelque chose. Il dit, moi, je ne formule pas jusqu'au dernier moment. Et pour moi, toujours, depuis toujours, quand je fais quelque chose, il faut que c'est là. Ça a une présence, une réalité. Et c'est ça, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est un nouveau terme. Peinture sculpturale. Ma peinture, c'est déjà presque une sculpture. Ça passe sur une autre échelle, ça a une texture, il n'y a pas d'illusion, c'est là. C'est quand une sculpture, la différence entre une peinture, une sculpture, c'est un obstacle, physiquement. Un être aveugle, il peut marcher dans un espace, musée, pictural, il marche. Si on met une sculpture, il va tomber par terre parce qu'il tombe. L'obstacle, ça c'est la sculpture. Et la sculpture, c'est aussi différent le matin, midi, après-midi, le soir, la nuit. Complètement différent parce qu'une sculpture, ça existe dans la vie. La peinture, c'est intéressant parce que c'est un monde imaginatif. Mais la peinture, en Europe, c'est tellement utilisé pour qu'il y ait un avenir pour la peinture. Il faut que les artistes deviennent vraiment intelligents. Il faut, dans les grandes écoles d'art en Europe, il ne faut pas seulement apprendre à faire la peinture. D'abord, il faut apprendre à penser, voir les problèmes de notre temps, de l'univers, dans toute direction. Et quand les artistes deviennent plus intelligents, il y a une nouvelle peinture. Sans ça, la peinture est stupide. Il faut augmenter l'intelligence des peintres. Et ça, on voit. Parce que la société veut démontrer la décorativité pour leur théâtre société. Et les artistes sont bien payés pour ça. S'ils deviennent esclaves de ce système, décoration, théâtre, société. Et moi, je suis sur Terre pour travailler futuriste. La présence, c'est nous. C'est comme dans la mathématique. Je ne fais pas 1 par 1 et 2. Ça, on connaît déjà. Il faut déjà compter avec l'inconnu. Et c'est ça la mathématique. Et la mathématique dans l'art, c'est l'inconnu. On dit, oh, tout est déjà fait. Rien n'est fait parce que si on pense nouveau, il y a un nouveau départ. C'est tout. La vie n'est pas compliquée. Si on est en bonne santé, qu'on n'a pas perdu son humour, et on est sérieux, tout marche. C'est formidable, on est là. Moi, chaque jour, je dis, incroyable. Je suis né, je suis là, même avec tous les grands problèmes qu'on a. De temps en temps, parce que je deviens 65 ans, je commence lentement à pleurer parce que je dis, je dois quitter tout ça un jour. Parce que déjà, beaucoup de mes amis meurent parce qu'ils ont déjà 90 ans. Je trouve ça triste, mais c'est formidable en même temps. Un jour, on va mourir avec une harmonie formidable. Le calme, finalement le calme. Mais on comprend très bien que l'Allemagne est tellement intéressée à nous. Ces esprits libres. Quelle horreur pour la politique.
Un être libre, qu'est-ce que c'est ça? On a peur de ça, la liberté. Mais on est libre et on n'est pas pervers. On travaille avec cette liberté à une éthique humaine. C'est formidable. On n'est pas seul dans la vie, on vit en même temps avec plus que 6 milliards de personnes. Pour faire connaître avec les 6 milliards de personnes, il faut avoir je ne sais pas combien de vies. Je ne veux pas arrêter de vivre, de faire connaître les 6 milliards de personnes. Ça, c'est mon but. Tout ce que j'ai pensé dans ma vie, justement, j'ai organisé ici, tous les textes, toutes les interviews que j'ai fait depuis les années 50, j'ai fait en ordre. Je fais l'ordre dans mon chaos. Et maintenant, il faut que je fasse l'ordre dans ma tête, le chaos artistique. Sam Francis et moi, j'étais amis avec Sam Francis à Los Angeles. C'est aussi un artiste américain qui était très lié à la France. C'était ça notre amitié aussi. Il a dit, on était d'accord en discussion que faire l'art, c'est faire l'ordre dans le chaos. Parce que notre imagination, tous les problèmes mondiaux, même avant naissance, parce qu'on n'est pas... Moi, je suis la somme de tous mes ancêtres. Alors, en moi, il y a même mes oncles SS qui sont tués pour la stupide Allemagne. Je n'ai rien fait avec ça, mais c'est quand même, comme les aborigènes en Australie disent, on est le résultat de nos ancêtres. Là. En Nouvelle-Guinée, ils ne peuvent rien faire sans demander des ancêtres le point de vue ou l'opinion pour le futur. Alors ils vivent avec leur père, grand-mère, arrière-grand-mère jusqu'au début du monde. Ça, j'ai appris. Les aborigènes sont formidables parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu pour eux. Il n'y a que le rêve. Et le rêve, c'est le rêve universel quand tous les matériaux étaient encore ensemble, comme dans une soupe primaire, comme le judaïsme dit, le tobuaou. Le commencement, tous les matériaux étaient ensemble. Mais ça c'est dans la recherche atomique, c'est ça. Les atomes, partout dans une construction mathématique, ils sont différents de surface. Quelques atomes, ils se grippent à eux-mêmes et ils font les pierres. Les autres, ils sont très lourds, ça passe, ils ne peuvent pas, c'est de l'eau. C'est tellement simple. On est devenu homme pour ça. Qui est cette énorme force qui fait cette mathématique et cette... on verra, c'est une énorme symbiose. Toute vie, pas autre chose. Hier, comme il y a le chat de la fille de Calder, elle est là, ou il est là. Hier, il crie. Moi, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je ouvre la porte, il a attrapé une souris. Il voulait que montrer qu'il avait attrapé une souris. Vraiment, il voulait me montrer. Et c'est ça, il vit de cette souris. C'est ça, la vie. Mais les artistes donnent peur un peu à la société. Ça, c'est ça aussi. Ça, on voit beaucoup de gens, ils sont très heureux quand un artiste est un exote, qu'on peut admirer, un peu rire aussi en même temps. Nous sommes un peu des clowns de la société.
il faut prendre sa position aussi. Il faut être pas facile. Parce que la société nous prend un peu... Déjà, on est détesté souvent parce qu'on apprend dans l'école très tôt, comme enfant, que les artistes sont bénis du bon Dieu pour leur talent. Les grands musiciens, les grands écrivains, les grands philosophes, les grands artistes visuels. L'art visuel était toujours dangereux parce que déjà dans le judaïsme et l'islam, on n'a pas le droit de représenter la nature ou un portrait. Tout reste abstrait. L'abstraction, c'est une chose formidable non plus. Il y a en nous, alors moi je peux être là, peindre ou faire un arbre. Mais je peux aussi être très profond, comme les anciennes civilisations, et voir l'intérieur, le mythe d'un arbre. Ça a une complètement différente forme. Moi, je peux faire des portraits des hommes. Ça, c'est une chose, moi, je n'ai pas assez de vie pour ça, mais j'ai déjà fait. J'ai fait un portrait de Saint Francis sans faire une chose naturelle. L'esprit, ça, j'ai appris en Australie. Que la représentation d'un être humain chez les aborigènes, c'est des dessins abstraits. Les savants, les vieux dans les tribus, donnent un jeune, quand il a l'âge d'initiation, son pierre de l'âme. Et sa pierre est dessinée par des ornements, des spirales, des lignes, des points qui sont sa personnalité. Personne ne doit répliquer ses dessins. Lui, il le garde dans une place secrète. Il va chaque 2 semaines, il frotte cette pierre à son corps pour que la pierre ou son âme prenne l'habitude, après sa mort, pour survivre dans cette pierre. C'est incroyable. Hein? Ça, c'est une chose incroyable. Et si vous avez... Moi, j'étais dans un espace seul, toute seule, avec 600 pierres de l'âme, chorinkas. Tout le monde a peur de ça. Et moi, j'étais là. 600. Incroyable. Mais c'est longtemps déjà. Mais ça, par exemple, cette abstraction que Picasso, Braque, Matisse, Malevich sont donnés à notre société, ça existait déjà dans les premiers signes de notre société. Le Néandertal, avec sa pierre en main, il a fait 2 lignes, 3 lignes sur les rochers. Pourquoi il a fait ça? Pour lui-même? Non, pour les autres. Parce qu'il a compté combien d'ours il a tué, pour que les autres savent, il est formidable, il a 3 lignes sur le rocher, il a fait cette année 3 ours, il est quelqu'un de spécial. Pour cela, cette naïveté de l'artiste, pourquoi tu cours si vite? Pour montrer que je suis le plus vite du monde. C'est ça Van Gogh. Vincent Van Gogh, il a coupé son oreille, pas parce qu'il avait besoin de couper son oreille, il était dans une solitude absolue pour montrer Gauguin qu'il était aux sources de la créativité, il a coupé son oreille. Et il n'y avait pas d'historien d'art qui a arrêté cette main. Maintenant, il dit c'est le plus grand artiste du monde parce qu'il a souffert. Un artiste n'a pas le droit d'être souffert. Il peut être heureux même. Pourquoi?
cette perverse société dit un artiste doit être pauvre, un artiste doit souffrir pour faire l'art. Non. Un artiste peut rigoler même. Un artiste est formidable parce qu'il vaut tant sur le marché d'art. C'est formidable. Peut-être un jour, il y a un artiste qui va dans la nature, il ne touche plus rien, il a quelques touristes derrière lui, il montre les paysages ou les phénomènes de ce monde, et il ne touche plus rien. Ça, c'est la plus haute culture qui existe, et ça ne donne pas de pollution, même pas de pollution dans la tête. Alors ça, c'est le vrai vers, c'est les vers intellectuels qui touchent plus rien, qui pensent et qui montrent les choses aux autres, qui sont moins de sensibilité. Pour cela, je dis un peu, on est détesté par la société parce qu'on a une sensibilité donnée par peut-être bon Dieu, la force supérieure, on ne sait pas. Une réflexion sur notre être, sur notre temps et sur tout ce qui est autour de nous. Ça, c'est un vrai artiste. Ça peut être un philosophe, un prêtre, un agriculteur. Je ne sais pas. Je ne savais pas quand, dans les années 60, j'ai commencé à faire des travaux avec l'eau, qu'un jour, on va faire des batailles, on va faire des guerres pour l'eau. On va lutter pour chaque goutte d'eau un jour, dans 20 ans. Dans 20 ans. Et là, ils vont dire, il y avait un artiste autrefois, et il travaillait avec l'eau. Et quand j'ai commencé à faire ça, ils ont dit, qu'est-ce que vous faites? Important que vous pouvez vivre avec ça. Je dis, je peux vivre, je fais des grands aquarelles. Je ne suis pas un sculpteur de la pierre, je suis le sculpteur, une chose fluide qui disparaît quand on prend ça dans la main. De toute façon, malheureusement, l'art est tellement limité. D'abord, au Moyen-Âge, on était un peu comme les comiques, des dessinateurs comiques de l'idée de Jésus et du bon Dieu pour toutes les églises. Heureusement, après la Révolution française, les artistes sont pris leur propre individu en main. Je dis, j'ai une vision moi-même, sans Dieu, du monde. Depuis ça, les artistes ou intellectuels se sont décontactés de l'idée de Dieu. Et ils ont une réflexion sur le monde personnel. Ça, c'est la chose la plus formidable que la Révolution a créée. Moi, j'ai fait beaucoup d'expositions ensemble avec Joseph Beuys, vous connaissez. C'était à la fin de ma vie très bon ami. On voulait faire même l'académie ensemble un jour. Mais les stupides professeurs ne voulaient pas. Ils ont peur des gens qui sont déjà immortels pendant leur vie. Quel problème! Moi, Beuys était un peu messianique, mais je trouvais ça une sorte de naïveté, parce que moi, je prends toujours que je suis plus Jean-Baptiste. Je vois les phénomènes et je le montre. Il est là. Ça, c'est être né dans une église. On ne peut pas s'empêcher de ne pas penser positif, négatif. Le bon, le mauvais, comme George Bush en ce moment. On a dépassé ça. Hein. Souvent, le mauvais est beaucoup plus bon que le bon hypocrite. Beuys, on était d'accord, comme Saint Franck a dit, le chaos dans notre tête. L'art, c'est faire l'ordre dans le chaos. Beuys, beaucoup d'expositions, on a participé parce qu'on était des semaines ensemble pour installer nos pièces. On était toujours les voisins. Et quand on parlait sur d'autres artistes, Beuys avait toujours dit, il est bon parce qu'il est professeur quelque part, il donne quelque chose aux autres. Il avait horreur
des artistes qui sont égoïstes seulement pour eux. Alors on est là pour donner aux autres aussi. L'art, c'est ça. Je ne fais pas un art pour moi seulement. On a cette naïveté de montrer les choses qu'on a vues. Comme un enfant qui gratte, qui fait un gribouillis, qui monte. Comme le chat avec les souris, c'est la même chose. Heureusement. Alors les deux expositions et le débat, depuis toujours, depuis mon étude, au début des années 50, j'ai fait des dessins en graphite. Je ne sais pas pourquoi, je crois parce que je suis né dans la Ruhr avec le charbon. Le charbon, graphite, c'est un peu la même chose, anthracite, graphite. Ça donne un peu le même noir, brillant, sombre. Quand Tchernobyl a explosé, les Français, ils ne savaient pas, parce que la politique française cachait un peu les problèmes. Tous les nuages ne sont pas venus jusqu'à la France. Ils sont juste sur l'Autriche, l'Allemagne, Finlande, Suède, Pologne. Et c'était Tchernobyl était le bloc, c'était en graphite. Et l'exposition de Tchernobyl, le graphite était très haut et passait dans notre atmosphère et passait avec le vent partout. C'était une énorme tristesse. Et là, j'étais vraiment sûr, et maintenant, là, je fais le travail de graphite. Pour cela, l'exposition à Tours, le titre, c'est Plutonium. Parce que moi, je suis passé pas loin de Chinon, il y a un énorme... Comment s'appelle ça en français? J'oublie toujours. Centrale nucléaire. Centrale nucléaire. On joue avec du feu. Hein. C'est pas facile être responsable de ouvrir cette boîte qui rayonne 30 000 années. Le plutonium rayonne. Il faut le cacher. Ou le fusiller dans le soleil. Une chose que je veux, quand je quitte cette studio, je veux avoir une vingtaine de grandes toiles, finir. Parce que l'année prochaine, c'est très important pour moi. L'année prochaine. D'abord, février, c'est la fin de mon temps d'être professeur à l'académie, 30 ans de professeur. Moi, je suis rentré avec 34 ans. Après, le musée de Wuppertal va faire une énorme exposition de toutes mes œuvres. Et dans la Ruhr, dans la ville natale où je suis né, Bochum-Wattenscheid, il y a une énorme reste d'une énorme usine de fer, comme Krupp, Bochumer Verein, ils sont une énorme bâtiment acier. Et là, je vais exposer toutes mes sculptures. Et dans la sculpture, je suis un rare phénomène à cause du travail avec de l'eau. Justement parce que avec l'eau, on ne peut pas gagner du pain. J'étais le seul presque. Et ça, c'est une aventure. Hein. J'ai presque jamais vendu mes travaux sur l'eau. Je suis toujours le propriétaire de tout. Moi, je me sens comme Ramsès II qui
Il faut qu'un jour, après ma mort, on me met dans un bloc de béton avec toutes mes œuvres. On verra qu'est-ce que ça va donner ici.